Bonjour à tous, figure connue du monde entrepreneurial et philanthropique, Pierre-Édouard Stérin est auditionné par le Sénat dans le cadre de la commission d'enquête sur le financement des politiques publiques. Un échange très attendu autour du rôle des acteurs privés, du mécénat et de leur influence dans le débat public. Pour soutenir Hémicycle, abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Donc mes chers collègues, monsieur, madame la rapporteure, donc le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé, les risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière ou d'entrave potentielle au fonctionnement de la démocratie. Le champ d'action de ces financeurs privés est large. Les sphères associatives, éducatives et culturelles semblent avoir leur faveur. Le travail de notre commission d'enquête consiste donc à analyser les règles encadrant les interventions des organismes, sociétés ou fondations de droit privé dans les politiques publiques précitées et d'évaluer les risques éventuels en matière d'influence de cette possible non-transparence financière. Ce type de formation en commission d'enquête entraîne un certain formalisme juridique. Donc avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Et je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Donc, monsieur Pierre-Édouard Stérin. Je le jure et je n'ai pas de lien d'intérêt. Je vous remercie. Donc, votre audition doit nous permettre d'aborder des questions sensibles comme celles relatives à la frontière entre le mécénat, entre le mécénat d'intérêt général et le droit à l'engagement politique privé et la préservation du caractère démocratique du débat, mais aussi sur la manière de garantir la transparence des financements privés sans décourager les formes de mécénat qui contribuent au pluralisme, à la vie associative et au débat public. Et c'est donc là tout l'enjeu de cette commission d'enquête. Il s'agit pour nous de comprendre l'ampleur des évolutions et des mutations en cours, les stratégies déployées et d'imaginer des moyens de protection si cela s'avère nécessaire, sans pour autant, et c'est très important, vous l'avez compris, bloquer le système. Le maître mot de nos travaux, et vous l'avez compris, la transparence. Monsieur, donc nous allons vous donner la parole pour une courte introduction et je vous demande de ne pas dépasser 10 minutes avant que la rapporteure et les membres de la commission d'enquête vous posent des questions. Avant cela, je laisse donc la parole à notre collègue rapporteur Colombe Brossel pour qu'elle vous présente les axes de travail de notre commission d'enquête. Merci beaucoup, Madame la Présidente, mes chers collègues. Merci, Monsieur, de votre présence en distanciel, mais parmi nous. Vous êtes un acteur économique depuis de nombreuses années, mais, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitions pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, vous êtes un acteur plus nouveau dans le secteur de la philanthropie avec la construction, le montage, la construction d'un certain nombre d'objets avec des formes administratives diverses, mais d'objets de philanthropie. Et comme vous l'aurez compris, depuis le début de nos travaux, nous essayons de tirer le fil rouge de la transparence des financements dans le financement des politiques publiques. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre en effet comment la frontière se construit, est appréhendée et parfois peut-être mobile et mouvante entre des activités de philanthropie au nom de l'intérêt général et d'éventuelles stratégies d'influence. C'est en tout cas le sujet de nos travaux depuis plusieurs mois. Donc merci à vous de nouveau pour votre présence quasiment à nos côtés. Vous vous êtes en face de nous, mais c'est comme si vous étiez dans la salle. Donc vous avez la parole. Parfait. Merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure, merci messieurs et mesdames les sénateurs et sénatrices de me recevoir aujourd'hui, de me donner l'opportunité de m'exprimer. Je vais donc me présenter en quelques minutes. Donc je suis Pierre-Édouard Stérin, j'ai 52 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants, je suis normand, mon épouse est paloise, on habite en Belgique depuis 2012.
la génération François Hollande. François Hollande n'aime pas les riches et moi je n'aime pas les socialo-communistes. C'est ce qui m'a donné l'opportunité et l'occasion de déménager. Et je suis ce qu'on appelle encore aujourd'hui un exilé fiscal. Sur ce sujet-là, peut-être juste en quelques mots, depuis 15 ans, depuis bientôt 15 ans, j'économise entre 100 000 et 200 000 euros par an d'impôts en vivant en Belgique plutôt qu'en vivant en France. Donc, j'ai économisé 3 millions d'euros depuis que je suis parti en Belgique, en sachant que j'ai redistribué, ça a été évoqué par mes associés il y a de cela quelques jours, 150 millions d'euros en France, à des projets d'intérêt général ou à des projets métapolitiques. Je suis issu d'une famille qui vient de la classe moyenne. Mon papa était comptable. Et puis, il est devenu expert comptable. Et puis, il a racheté le cabinet dans lequel il travaille. Il a travaillé, il l'a développé, il l'a vendu. Ensuite, il a racheté une petite usine qui faisait quelques petits millions d'euros de chiffre d'affaires en Normandie avant de la vendre à un âge avancé. Et ma maman a passé quasiment 40 ans de sa vie au Crédit Agricole comme chargée de clientèle. J'ai eu un parcours scolaire très compliqué. Pourtant, je travaillais beaucoup, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal pendant mes études, à la fois au collège et au lycée. J'ai passé 5 ans au lycée. J'ai commencé par redoubler ma seconde, j'ai ensuite redoublé ma première, j'ai fini par avoir mon bac. Ensuite, j'ai fait 5 ans d'études supérieures, notamment à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en sciences économiques, et puis ensuite dans une école de commerce à Lyon, qui s'appelle l'EM Lyon. Voilà, j'ai commencé à travailler très tôt, à partir de 12-13 ans. J'étais un passionné de jeux vidéo notamment, et j'avais besoin, je souhaitais pouvoir m'acheter des jeux et autres. Et donc, j'ai commencé à travailler très tôt en faisant au départ de la distribution de journaux gratuits dans les boîtes aux lettres, et puis en faisant les marchés de temps en temps pour revendre les confitures de ma grand-mère ou les noisettes du jardin, afin d'économiser un petit peu d'argent. Et puis très vite également, je me suis lancé dans le trafic de, entre guillemets, de jeux vidéo en important depuis l'Angleterre et puis depuis Hong Kong, du matériel informatique qui était là-bas beaucoup moins cher et que je revendais en France au collège et puis ensuite au lycée. Donc j'ai très tôt eu le goût, entre guillemets, des affaires. Après mes études, j'ai travaillé dans 2 grandes banques françaises, la BNP et la Société Générale, mais pendant un peu moins de 2 ans. J'ai ensuite démissionné pour créer une entreprise, parce que mon rêve, notamment suite à mes années très compliquées de scolarité, était de devenir milliardaire. Pourquoi ? Parce que étant nul à l'école, j'étais nul également en sport, en gros j'étais nul en tout, et donc j'avais besoin de me construire un monde meilleur. Et au-delà de m'échapper dans les jeux vidéo, je m'échappais dans mes rêves, j'en avais 2. Le premier qui était de devenir champion du monde de tennis, voilà ce que je ne suis pas encore devenu, et le deuxième qui était de devenir milliardaire. Et donc j'ai construit ma vie scolaire et ensuite ma vie professionnelle pour essayer d'atteindre cet objectif. C'est dans ce cadre-là que j'ai donc monté une première entreprise en 1999, dans un domaine que je connaissais bien, puisque c'était une entreprise de vente de jeux vidéo sur Internet. Je l'ai créé avec 2 amis associés. Ça a très bien fonctionné très rapidement, puisqu'on a fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 millions de francs à l'époque. Dès notre première année, on a été approché moins d'1 an après notre création par un fonds d'investissement anglais qui a voulu nous racheter pour 40 millions de francs. On était 3 associés, on aurait donc pu encaisser 13 millions de francs chacun. Mais on a refusé cette offre parce qu'on avait un niveau de confiance en nous très élevé. On pensait qu'on allait devenir les champions au niveau mondial de la vente de jeux vidéo. Et donc, on a refusé cette offre et c'était une décision malheureuse puisque quelques mois après, nous avons revendu cette entreprise pour quelques milliers d'euros. S'en sont suivies 2 années très compliquées de traversée du désert puisque j'ai voulu recréer d'autres entreprises, mais j'ai échoué. J'ai échoué plus d'une 20aine de fois sur tout un tas de projets dans des univers extrêmement variés. À un moment donné, je ne pouvais plus payer mon studio à Paris. Je suis donc retourné dans ma chambre d'adolescent de 15 mètres carrés en Normandie avec les posters de Stéphane Edberg, notamment accrochés au mur, un joueur de tennis des années 80. Et donc, j'ai travaillé sur énormément de projets qui ont tous planté les uns après les autres. Et après cette succession d'échecs, et à force de travail et de ténacité, j'ai fini par identifier, via mes contacts, un concept belge de coffret cadeau qui fonctionnait très bien, qui venait de démarrer. Et je suis allé voir ces personnes pour prendre la franchise et monter la même chose en France. Et donc, je crée en avril 2003 Smartbox, qui ne s'appelait pas Smartbox à l'époque, avec 5 000 euros que m'avaient prêté mes parents. Et une sorte de soif de revanche sur la vie, entre guillemets, très importante, après ces très, très nombreux échecs, tant scolaires que professionnels. En 10 ans, j'ai fait passer Smartbox avec ces 5 000 euros uniquement, de 0 à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, de 0 à 50 millions de résultats par an,
de 0 à plus de 1000 collaborateurs sur une dizaine de pays en Europe. Arrivé en 2013 avec évidemment une succession de hauts et de bas pendant ces 10 ans d'entrepreneuriat. Arrivé en 2013, je me rends compte que j'ai atteint ce qu'on appelle son seuil limite de compétences, qu'on appelle aussi le principe de Peter. Donc en gros, on a tous un seuil limite de compétences. Le mien est arrivé relativement vite. Et donc j'ai décidé de démissionner de mon poste de directeur général de Smartbox parce que je n'avais plus le niveau, plus les compétences pour diriger cette entreprise. Et depuis 2013, ça fait donc 13 ans, qu'est-ce que je fais? Je fais essentiellement 2 choses. La première, c'est que je continue régulièrement à créer des entreprises. Je lance chaque année plus d'une dizaine de projets avec toujours un taux d'échec relativement élevé, mais heureusement quelques très beaux succès. Et en parallèle, j'investis les dividendes que me verse Smartbox et depuis toutes les entreprises que j'ai pu contribuer à développer. Et donc j'utilise ces dividendes pour investir dans des entreprises essentiellement en France, mais également aux États-Unis, dans différents secteurs. Tout ça a plutôt très bien fonctionné, puisque les 5 000 € que m'avaient prêté mes parents en 2003 étaient devenus, en ce début d'année 2026, un petit peu plus d'1,4 milliard d'euros. Voilà, donc je ne suis pas né milliardaire, je le suis devenu grâce à cette ambition, cette volonté, cette capacité de travail très importante. J'ai donc atteint mon rêve d'enfant qui était de devenir milliardaire. Et là, c'est poser la question de tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une vie tout à fait classique de cadre ou de cadre supérieur. On doit dépenser avec mon épouse et mes 5 enfants entre 150 000 et 200 000 € par an, ce qui est beaucoup d'argent, mais ce qui est très loin également de ce que pourrait me permettre de faire le patrimoine que j'ai accumulé. Et donc, je me suis posé la question de tout ça pourquoi. Et c'est là que la lumière est apparue. Et donc, j'ai décidé de donner un sens différent à ma vie, tout en continuant à utiliser mon principal talent qui est de faire de l'argent. Et donc, plutôt que de continuer à faire de l'argent pour faire de l'argent, et d'accumuler, entre guillemets, les richesses ou les biens matériels, qui est quelque chose qui ne m'intéresse pas ou peu, j'ai décidé de continuer à faire de l'argent pour essayer de faire le bien. Et donc, pour le moment, j'ai contribué à créer 2 entités. La première qui est le Fonds du bien commun, il y a 4-5 ans, qui soutient des projets d'intérêt général. Et le deuxième projet que j'ai créé de façon plus récente, c'est Périclès, est un projet métapolitique qui vise à diffuser en France des idées libérales conservatrices. Je suis souvent caricaturé par une certaine presse, mais s'il fallait me définir politiquement, je me définirais comme étant au centre de la droite. Voilà, moi j'ai été militant RPR dans les années 80, bien que j'ai été très jeune à l'époque. Et donc voilà, je suis au centre de la droite. Et donc j'ai essayé de contribuer à travers Périclès à la diffusion de ces idées qui me semblent être utiles et importantes pour la France. Je vais terminer en remerciant toutes mes équipes, et notamment mes associés qui me font confiance depuis de longues années, tant dans mes projets professionnels que dans mes projets depuis quelques années seulement, donc philanthropiques et métapolitiques. Ce sont des gens, notamment sur ces 2 structures, le Fonds du bien commun et Périclès, qui ont souvent décidé d'abandonner des carrières professionnelles très intéressantes pour s'engager au service de la France, à travers donc des projets d'intérêt généraux pour le Fonds du bien commun et des projets métapolitiques pour Périclès. Donc merci à eux, merci à leurs équipes, merci également à tous les projets que nous soutenons à travers les centaines de milliers, millions ou dizaines de millions que nous leur distribuons depuis quelques années. Moi, je reste très concentré sur le business, c'est la chose qui m'intéresse le plus, qui m'anime le plus. Plus de 90% de mon temps est consacré aujourd'hui à la création d'entreprises. Je vous disais tout à l'heure, j'en crée plus d'une dizaine chaque année, à l'accompagnement des entrepreneurs avec qui nous nous associons. Périclès et le Fonds du bien commun, je le fais parce que ça me semble être utile, mais je ne le fais pas par intérêt. Disons que je préfère de loin la vie des affaires aux histoires métapolitiques et aux histoires philanthropiques. Donc aujourd'hui, c'est moins de 10% de mon temps, je travaille beaucoup, mais je ne passe que quelques heures par mois sur ces 2 sujets-là. Voilà, écoutez, en 9 minutes et 48 secondes, ce que je voulais vous dire. Très bien. J'avais de mon côté vérifié. J'avais l'œil sur le. Donc je vous remercie. S'il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je veille. Et donc je vais repasser la parole à la rapporteure pour une première série de questions. Merci beaucoup, monsieur, pour ce propos introductif. Ça permet de mieux se connaître. On va prendre le temps maintenant d'avancer sur les sujets qui sont en lien avec les travaux de notre commission d'enquête.
et donc notamment sur la partie de vos activités philanthropiques, puisque c'est vraiment le cœur des travaux de notre commission. Vous l'avez d'ailleurs redit dans votre propos introductif, vous l'avez dit dans un certain nombre d'interviews. Je vais vous lire dans Le Point en 2024. 80% de mon temps est consacré au business, les 20% restants, je les consacre à faire le bien, notamment avec le Fonds du bien commun. Cette année 2024, par exemple, j'ai reversé 60 millions d'euros au Fonds du bien commun, etc., etc. Dans d'autres types d'interviews, vous êtes prolixe en podcast, vous décriviez quelques années avant ce processus. Cette structure va reverser chaque année à son actionnaire le fonds qui n'est pas Pierre-Édouard Stérin, mais le fonds de dotation, le fonds du bien commun, 80 millions d'euros. On a eu l'occasion d'échanger avec Monsieur Wallet il y a quelques jours et on a un peu du mal à comprendre, y compris après avoir échangé avec Monsieur Wallet, on a du mal à comprendre, et c'est le cœur de notre sujet, les circuits de financement qui permettent d'abonder le fonds de dotation, qui n'est pas n'importe quel objet, et donc par le biais du fonds de dotation, un certain nombre de projets, notamment de nature associative. J'ai eu l'occasion de le dire lorsque nous avons auditionné Monsieur Wallet. À partir de 2023, il est écrit dans les rapports d'activité du Fonds du bien commun. Je vous le lis qu'une fois, parce que ça revient après. Cet exercice a été marqué par les difficultés d'ordre technique rencontrées dans la mise en œuvre du soutien financier du fondateur. Pour y pallier, sa société holding a accepté de consentir des aides significatives sous forme d'avances remboursables. Ces avances pourront être remboursées à terme au moyen de libéralités qui pourront lui être consenties par son fondateur, en l'espèce vous, Monsieur Stérin. Du coup, j'avoue que nous n'arrivons pas totalement à comprendre ces 80 ou 60, selon les années, millions ou les interviews, ces 80 ou 60 millions d'euros que vous reversez chaque année à ce fonds de dotation, le fonds du bien commun, on n'arrive pas à les retrouver dans les comptes. Et du coup, on a peiné à avoir des explications de la part de Monsieur Wallet, qui convient que ce modèle de fonctionnement pour un fonds de dotation est, je le cite, atypique. C'est manifestement la réaction, notamment du côté de l'inspection générale de l'administration qu'on avait interrogé sur le sujet, n'a pas connaissance des modalités de remboursement de ce prêt, ce qui est ennuyeux pour un directeur général. Et donc, du coup, j'avais envie de vous demander, cet argent, il est où? Il va où? Il sert à quoi? Merci de votre question, Madame la rapporteure, qui me semble être parfaitement légitime. Pour vous répondre peut-être en deux points. Le premier point, de façon macro et un peu simplifiée, j'ai aujourd'hui une structure de tête. Donc, moi, personne physique, je suis propriétaire d'une société en Belgique qui chapeaute la totalité de mes activités, qu'elles soient professionnelles ou philanthropiques. Cette structure de tête a différentes filiales, notamment une filiale qui se consacre à tous mes projets d'investissement, où je passe la quasi-totalité de mon temps, mes projets de création d'entreprise. Cette filiale gagne de l'argent régulièrement et en remonte une partie chaque année dans ma société de tête belge. Une fois arrivé là-haut, j'utilise une petite partie de cet argent pour pouvoir me rémunérer. La somme, j'évoquais la somme tout à l'heure, et une autre partie de cet argent, une partie bien plus importante, est utilisée aujourd'hui pour financer les deux structures, les deux principales structures philanthropiques que sont le Fonds du bien commun et Périclès. Donc voilà le circuit. J'ai une structure qui est la structure d'investissement qui gagne de l'argent chaque année, qui remonte cet argent à ma holding belge, et ensuite cette holding belge redistribue de façon régulière cet argent à ces deux structures philanthropiques. Ensuite, deuxième partie de ma réponse, sur les raisons techniques
qui font que les choses ont été faites de cette façon-là, en fait, j'invite, vous les avez déjà invités, mes associés, à vous répondre de façon précise. Je n'ai pas la réponse technique à cette question qui, à nouveau, me semble être légitime, et je me ferai fort dans les heures ou les jours qui viennent que vous ayez tous les éléments à votre disposition pour comprendre la raison pour laquelle ce mécanisme a été mis en place par mes équipes et leurs conseils. Je vous en remercie vivement parce que nous y avons passé beaucoup de temps avec vos associés et l'un n'avait pas connaissance et l'autre ne savait pas. Et donc, comme nous-mêmes, nous travaillons sur la transparence des financements, nous sommes évidemment extrêmement intéressés. Si quelqu'un, quelque part, peut avoir la réponse à ce modèle de financement de fonds de dotation dont je redis qu'il a été qualifié d'atypique, en tout cas ne correspondant pas à la loi, à l'esprit de la loi, nous serons évidemment extrêmement preneuses et avec plaisir. Je vous entendais, j'ai bien compris que le mot métapolitique était un peu l'élément de langage. Il a été largement employé par M. Rérol, M. Wallet, pour éviter de dire politique. Mais les activités philanthropiques que vous menez sont ce qu'elles sont, encadrées par la loi modulo ce qu'on vient de se dire sur ce modèle de financement atypique. Évidemment, vous avez percé le plafond de verre médiatique en France, notamment à l'occasion de la révélation par le journal L'Humanité à l'époque. Vous en aviez sorti le meilleur quelques jours auparavant dans d'autres journaux sur le projet Périclès, patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européens, souverainistes, qui est donc un projet, je ne sais pas s'il est métapolitique ou politique, mais en tout cas, qui est un projet qui, évidemment, interroge sur le lien avec la philanthropie. Moi, je voudrais revenir là-dessus, parce que dans les documents qui ont donc été versés à la connaissance du grand public par le journal L'Humanité, il y avait, et M. Rérol manifestement ne conteste pas le caractère véridique des documents qui ont été mis en ligne par la presse. Il y avait, je prends une des slides, page 6, si ma vision est bonne, rappel des 3 objectifs pour servir et sauver la France, une victoire idéologique, une victoire électorale et une victoire politique. J'ai déjà eu l'occasion de m'étendre sur ce sujet dans d'autres auditions. Est-ce que ce sont toujours les objectifs que vous portez? Une victoire idéologique, une victoire électorale et une victoire politique? Merci de votre question, Madame la rapporteure. Les objectifs que nous portons sont de diffuser auprès du plus grand nombre les idées libérales conservatrices afin de permettre aux personnes convaincues de l'intérêt de ces idées de pouvoir ensuite voter en cohérence avec ces idées auxquelles ils adhéreraient, ce qui, nous l'espérons, nous amènera dans les prochains mois, prochaines années, à avoir en France une politique de droite libérale conservatrice. D'accord, donc on est bien d'accord et je vous remercie parce que vous le dites, si je peux me permettre de donner mon sentiment, beaucoup plus franchement que vos associés et collaborateurs. Il y a donc bien un projet avec une dimension de victoire politique correspondant à un certain nombre d'idées. Et c'est là où, bien entendu, notre attention est attirée parce que, je reprends le terme qui a été employé par M. Rérol, l'incubation au travers d'un fonds de dotation qui est un objet de philanthropie, l'incubation d'un projet de nature politique est évidemment un sujet qui questionne sur le montage et l'utilisation d'un objet dédié à la philanthropie. Est-ce la raison pour laquelle vous avez estimé, c'était là aussi marqué dans le document, qu'il pouvait y avoir un risque légal et qu'il était nécessaire de monter une structure. Alors, il y en a eu plusieurs de structures, on a essayé de suivre, c'est pas simple vos affaires, hein, mais de monter une structure indépendante qu'on va appeler Périclès, même si les entités n'ont jamais le nom de la marque.
Et du coup, quelle était la nature du risque légal, puisque là non plus, nous ne sommes pas arrivés à avoir de réponse? Merci de votre question, Madame la rapporteure. Plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que dans cet écosystème, hein, je rappelle et j'insiste sur le fait que toutes ces structures sont complètement indépendantes les unes des autres. Le seul point commun entre ces structures, c'est le fait que j'y sois impliqué, mais le Fonds du bien commun et Périclès n'ont rien à voir dans leur mission, dans leur objet, dans leurs équipes et autres. Premier point. Deuxième point, Périclès, ce n'est pas un projet politique, je le rappelle, c'est un projet métapolitique qui vise à diffuser des idées avec l'espoir derrière qu'un maximum de Français adhèrent à ces idées. Et on fait ce que font, par exemple, tout un tas d'autres think tanks, hein, comme le think tank Jean Jaurès, qui est pour nous une source d'inspiration dans le camp d'en face. On fait ce que fait George Soros à une échelle évidemment beaucoup plus petite, hein, avec l'Open Society, qui lui finance des projets à la fois philanthropiques et métapolitiques. Donc non, Périclès, ce n'est pas un projet politique, c'est un projet métapolitique. Voilà ce que quels étaient du coup les risques légaux que vous aviez identifiés? Oui, pardon. Sur ce point-là, en fait, comment les choses se sont passées? Donc, le Fonds du bien commun a été créé il y a environ 4-5 ans. On y a développé tout un tas de projets. Et puis, à un moment donné, certaines personnes ont émis l'idée de s'intéresser au sujet métapolitique. Sauf qu'on ne souhaitait pas tout mélanger au sein d'une seule et même structure, compte tenu du fait notamment que ce n'était pas dans l'objet du Fonds du bien commun de s'intéresser à des sujets métapolitiques. Et donc, à partir de là, a été décidé de créer une nouvelle structure qui pourrait abriter ces projets-là. Structure, donc à nouveau, je le rappelle, complètement indépendante du Fonds du bien commun. Donc voilà la genèse de la création de Périclès sur les dernières années. D'accord. Ce qui est la genèse, qui n'est pas la réponse à ma question sur le risque légal, mais c'est la réponse sur la genèse de la création de ces différents outils, puisque Périclès, sous sa marque, a vu apparaître la création d'une association, d'un fonds de dotation, puis la fermeture de tout ça, et puis la recréation d'une SAS, d'une association. Mais on va rester sur Périclès. Je vous pose la question parce que, évidemment, c'est troublant qu'à l'intérieur d'un fonds de dotation dont la nature est d'être un objet de philanthropie, il puisse y avoir des sujets de travail, objets de financement. Vous les qualifiez de métapolitique, j'ai bien entendu. J'avoue que quand je lis victoire idéologique, victoire électorale, victoire politique, je n'arrive pas bien à saisir la frontière entre métapolitique et politique. Mais je vous pose la question parce que lors d'une... C'était un document de travail, hein, pardon. C'était un document de travail, c'est pas, je pense, la version officielle ou le rapport annuel ou la brochure de Périclès. D'accord, qui n'en fait plus. Non, ça c'est le Fonds du bien commun, qui n'en fait plus. Mais on espère qu'ils nous les transmettront. Non, je vous pose la question parce que dans l'une des dernières interviews que vous avez données, alors c'était évidemment intéressant en termes de calendrier, puisque c'est une interview qui est parue en France, si ma mémoire est bonne, le jour des élections municipales. Évidemment, un moment démocratique important où vous avez eu l'occasion... Pardon, je vais faire de la traduction en direct, hein, puisque c'est un article du New York Times. Vous avez eu l'occasion de donner corps et sens à vos idées et votre engagement de droite et conservateur, je vous cite, par exemple en expliquant que vous étiez plus à droite que l'extrême droite sur l'immigration, que vous ne vouliez pas que la France, dans 50 ans, soit une république islamique en Europe, ou la seconde après la Belgique. Je ne veux pas que mon pays devienne une république islamique. Mais vous avez surtout dit, nous avons accompagné la formation de 4000 candidats aux élections, candidats de droite aux élections municipales, via notamment l'organisme Politicae, sur lesquels, de nouveau, on va l'appeler Politicae, parce que lui aussi est multi-objet et multi-nom. Quand vous dites « nous », c'est finalement qui le « nous » ?
Merci de vos différentes questions. Madame la rapporteure, je vais répondre en plusieurs points. Premier point, j'éviterai bien évidemment pendant cette commission de rentrer dans un débat d'idées, un débat politique. Deuxième point, je ne décide pas du jour de publication des articles. L'article, enfin en tout cas la journaliste du New York Times m'avait interviewé 4 ou 5 semaines de mémoire avant la publication de cet article qui devait sortir beaucoup plus tôt. Donc, ça a été leur choix de le sortir le jour de l'élection. Je n'ai pas la main sur New York Times, je n'en suis pas propriétaire ni actionnaire. Ça nous arrive à tous, rassurez-vous. Mon troisième point, juste pour remettre dans son contexte, et même si je ne veux pas rentrer dans un débat d'idées, vous avez cité un petit morceau de l'article du New York Times, mais je voudrais simplement vous confirmer qu'effectivement, comme 90% des dirigeants de droite comme de gauche des 193 pays qui existent dans le monde, je suis en faveur de la remigration des étrangers délinquants, sans papier ou au chômage depuis plus de 12 mois. Voilà, donc je suis à droite de l'extrême droite, puisque l'extrême droite, en tout cas celle qu'on qualifie ainsi en France, n'est pas en faveur de cet élément-là. Et pour continuer sur le sujet politique en 2 secondes, parce que ce n'est pas l'objet de cette commission, je suis par contre à l'extrême gauche, de l'extrême droite, sur les sujets économiques. Ça ne vous aura probablement pas échappé. Et ce qui fait qu'au final, entre toutes ces extrêmes, je finis par me retrouver au centre de la droite, ce que j'évoquais au début. Vous êtes à l'extrême centre de la droite. Ou à la droite de l'extrême centre, peut-être. Recentrons-nous sur la philanthropie. Donc nous retournons alors, du coup, à la transparence et à la philanthropie. Voilà. Nous avons formé... sur la formation. Oui, mais merci pour ces compléments. Question. Ouais, quand j'évoque ça, en fait, donc Politicae, qui est cette structure de formation que nous soutenons, nous sommes très heureux de soutenir, est une structure qui vise à aider des personnes issues de la société civile, donc des gens qui travaillent dans quelques activités que ce soit, à s'engager en politique. Parce que bien que vous fassiez tous le maximum pour faire en sorte que les choses aillent mieux dans notre pays, on considère toujours qu'il est utile de contribuer à l'amélioration, au renouvellement du personnel politique français. Et c'est dans ce cadre-là que Politicae, je crois, a vu le jour. Hein. L'idée, c'est donc de permettre de façon assez simple à des personnes qui souhaitent suivre des formations pour ensuite s'engager en politique, de venir suivre ces formations avec un agenda complètement apartisan, puisque vous avez des candidats dans ces écoles à qui on ne demande pas la carte enfin pas la carte d'électeur, mais pardon, leur opinion politique. Et je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que Politicae avait fait un sondage et que la quasi-totalité des candidats qui se sont présentés et qui sont d'anciens élèves de leur école se sont présentés sans aucune étiquette politique. Et que la petite minorité qui avait une étiquette politique avait, je ne vous le cache pas, une étiquette politique plutôt à droite qu'à gauche, bien qu'il y ait eu des exceptions. Donc voilà, donc Politicae, que je suis très heureux de soutenir, vise à aider des personnes issues de la société civile à suivre des formations pour éventuellement derrière s'engager en politique. D'accord, merci. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt les propos que vous venez de nous tenir sur le sondage fait par Politicae, parce que quand on les a vus il y a une dizaine de jours, ils n'avaient pas encore eu le temps de regarder qui avait suivi les formations, qui parmi ceux qui avaient suivi les formations avaient été élus, et donc on avait du mal à avoir des informations sur cet aspect-là. Je me permets juste peut-être une précision. Politicae, vous dites que nous soutenons de facto l'actionnaire qui a créé Politicae, c'est Périclès, dont vous êtes vous-même l'actionnaire unique. Donc c'est un soutien qui est plus qu'un soutien, c'est un soutien qui va vers la création. Je ne sais plus si nous sommes à l'origine de la création, excusez-moi de vous couper, hein, Madame la rapporteure, je ne sais pas si nous sommes à l'origine de la création de Politicae. Hein. Comme je disais tout à l'heure, moi je passe 10% de mon temps sur Périclès et le Fonds du bien commun. À côté, je crée plusieurs dizaines d'entreprises chaque année, donc je n'ai pas évidemment tous les détails de toutes ces opérations. Donc il faudrait peut-être revoir ce point, à moins qu'il vous ait été confirmé à l'époque avec Arnaud Rérol ou avec les équipes qui dirigent Politicae. Merci, on finalisera évidemment tout ça et puis on se permettra, le cas échéant, de vous adresser un questionnaire complémentaire.
Dernière question pour ce qui me concerne, toujours et uniquement sur les activités de philanthropie qui sont les vôtres, parce que ce sont celles qui nous intéressent en matière notamment de stratégie d'influence. Vous avez déclaré des propos tenus en 2025 au cours d'une conférence organisée par l'Institut du Bon Pasteur. Vous avez eu des propos qui ont été largement repris dans la presse, où vous affirmiez que, je vous cite, « avoir plus de bébés de souche européenne doit faire partie du projet nataliste identitaire que les chrétiens doivent porter ». Est-ce que vous financez des projets? Est-ce que le Fonds du bien commun ou Périclès, dans sa dimension associative, finance des projets qui permettent de donner corps à cet engagement dont vous jugez qu'il est utile? Écoutez, je ne crois pas, en dehors du travail que je fais à titre personnel sur cette thématique-là, à travers mes 5 enfants. Donc non, je ne crois pas que nous financions de projets dans ce registre-là. Par contre, des projets qui visent à faire la promotion de la natalité et uniquement de la natalité, oui, je crois qu'il y a différentes initiatives qui ont été menées. Il faudrait poser la question à mes associés pour voir de ce qui a été fait en la matière, hein, mais je crois que c'est un sujet clé pour la France et pour l'Occident de façon générale. Donc j'espère que nous finançons et que nous contribuons à développer des projets autour de cette thématique de la natalité. D'accord, merci, c'est bon pour moi pour le moment. Donc je vais passer la parole aux collègues. Je ne sais pas si Pierre-Antoine Evy, qui doit nous quitter, doit s'absenter. Il a une question, donc si vous en convenez, chers collègues, on le fait intervenir maintenant. Et puis après, vous êtes un certain nombre à vouloir poser des questions, donc je propose qu'on fasse par série de 3, de façon à vous laisser le temps et que l'échange soit un peu plus simple à suivre. Pierre-Antoine. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Monsieur Stérin. Notre commission n'est pas une commission de jugement moral. Nous n'avons pas décidé si vos convictions sont légitimes ou non. La liberté d'opinion, la liberté d'association et le droit d'utiliser sa fortune comme on l'entend dans le cadre de la loi sont des libertés fondamentales que cette commission respecte pleinement. Et je vais être honnête. Nous avons auditionné dans ce cadre des acteurs aux sensibilités très différentes, des philanthropes soutenant des causes humanistes, des mécènes culturels, des investisseurs médiatiques de gauche comme de droite. La question que nous nous posons n'est pas partisane, elle est institutionnelle. Notre commission a pour mandat précis d'évaluer les risques que certains mécanismes de financement font peser sur le fonctionnement de la démocratie. Périclès a financé les structures intervenant dans les écoles, auprès des maires, dans la formation des candidats aux élections locales. Le Fonds du bien commun a soutenu des projets éducatifs, associatifs et médiatiques. Ces activités sont légales et sont pour certaines d'entre elles utiles. Mais notre rôle est de comprendre comment elles s'articulent, qui en décide et selon quelles règles de transparence elles s'exercent. Ma question est donc celle-ci. Comment définissez-vous vous-même la frontière entre l'engagement philanthropique qui relève de la générosité privée et l'action d'influence sur les politiques publiques qui appelle selon nous des exigences de transparence renforcées? Et pensez-vous que le cadre juridique actuel est suffisant pour garantir cette transparence ou appelez-vous vous-même à une évolution des règles? Très bien. Alexandre Basquin. On vous laisse noter toutes les questions, même si elles sont posées vite. Alexandre Basquin. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Stérin. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de vous prêter à cet exercice démocratique si essentiel. Alors parlons franchement, vous menez une véritable bataille idéologique, un projet idéologique, et je le dis, c'est votre droit le plus strict. Voilà. Moi, j'essaye avec d'autres de porter une autre vision de la société communiste. J'espère que ça vous effraiera pas trop. Et c'est aussi mon droit le plus strict. Et je le dis parce que ça permet d'évacuer ce débat-là. Par contre, effectivement, vous avez votre projet Périclès politique et vous avez aussi une vision philanthropique à travers le Fonds du bien commun. Et selon moi, il y a quand même une frontière assez ténue, parfois même floue, où on pourrait soupçonner certaines passerelles, d'autant plus que le Fonds du bien commun soutient parfois des projets culturels qui exaltent un certain roman national qui pourrait s'apparenter à une vision idéologique. Et donc, quand on prend, vous parlez aussi de métapolitique et donc de votre approche de long terme qui vise à remodeler le débat public, alors, et politique et philanthropique. Et moi, quand on a un projet idéologique, il est souvent un et indivisible. Vous voyez? Et donc, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qui différencie strictement votre projet politique de votre projet philanthropique? Je vous remercie.
Et donc, Roger Carucci, pour la première série de questions. Oui, merci, Monsieur Stérin. Moi, je vous entends dire que vous souhaitez soutenir un projet conservateur et libéral. Ça ne me choque pas spécialement, vu mes propres convictions, ça me va bien. Donc, après tout, Monsieur Pigasse passe son temps dans tous les médias à dire que lui, il met des millions pour lutter contre la droite, l'extrême droite, etc. Bon, bah, il y a des milliardaires de gauche, il y a des milliardaires de droite, chacun y va. Après tout, tout ça, tant que ça reste strictement dans la légalité. Alors, plutôt que de vous demander si vous trouvez que vous avez raison, puisque par définition ce sont vos convictions et vous avez raison de les défendre, comme M. Pigasse a des convictions, il a raison de les défendre, comme mon collègue est communiste, il a raison de défendre ses convictions, tout ça va bien. Est-ce que vous avez déjà eu, dans les 10 dernières années, des problèmes sur l'utilisation des fonds que vous versez, que ce soit au Fonds du bien commun, à Périclès ou à d'autres, par rapport, disons, par rapport aux autorités judiciaires ou aux autorités fiscales françaises? Est-ce que on vous a déjà convoqué, condamné pour l'utilisation de fonds, ou est-ce que finalement, on peut se demander si moralement ou si vous avez raison ou politiquement de faire ça ou ça, mais en réalité, personne ne vous a jamais pris en défaut sur la légalité de vos actions. Si tel est le cas, bon, ben voilà, vous avez vos convictions, on en est conscient, d'autres ont d'autres convictions, très bien. Ce qui compte, et je ne vois pas en quoi cette commission peut faire plus, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est conforme à la légalité de l'État français et qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que vous avez déjà eu, dans les 10 dernières années, des problèmes graves avec cette idée de légalité républicaine? Très bien, vous avez la parole pour répondre à cette première salve copieuse de questions. Merci, messieurs les sénateurs, pour vos différentes questions. Je vais les prendre en sens inverse. Donc, je vais commencer par la dernière question. Écoutez, à ma connaissance, il n'y a pas eu et il n'y a aucune procédure en cours concernant la légalité des actions menées depuis leur création par le Fonds du bien commun ou par Périclès. Voilà pour cette première réponse précise. Ensuite, concernant les questions du sénateur précédent sur les différences entre le Fonds du bien commun et Périclès, en fait, elles sont totales. Hein, donc, ce sont évidemment deux structures juridiques différentes, ce sont des équipes différentes, ce sont des projets différents. Les projets soutenus et l'ambition du Fonds du bien commun n'a strictement rien à voir avec l'ambition de Périclès. L'ambition du Fonds du bien commun est d'agir sur des projets d'intérêt général, autour notamment de la culture, de l'éducation, du handicap, de la pauvreté. Et donc, sur tous ces projets-là, le Fonds du bien commun essaye de contribuer à son niveau en finançant des projets existants ou en les soutenant, mais il n'y a jamais de caractère politique dans les actions, décisions du Fonds du bien commun. Concernant Périclès, par contre, son objet est tout différent, est très différent, puisque, compte tenu de ce projet métapolitique, nous investissons dans des think tanks, nous organisons des forums, nous menons différentes initiatives pour essayer de populariser ces idées libérales conservatrices. Mais les deux structures sont vraiment complètement indépendantes et ont des projets, des ambitions, entre guillemets, pour la France complètement indépendantes. Ensuite, pour adresser les questions qui m'ont été posées au tout début, écoutez, la frontière, et ça rejoint un peu la question à laquelle je viens de répondre, hein, la frontière entre le Fonds du bien commun, Périclès ou même les activités business professionnelles est extrêmement importante, hein, dans la mesure où à nouveau ce sont des structures juridiques différentes. Donc voilà, il n'y a pas de collusion des genres entre guillemets. Et le cadre juridique, est-ce qu'il faut le faire évoluer demain? En fait, je n'en ai aucune idée. Est-ce que c'était une contrainte pour nous? Ce qui est certain, c'est que le cadre juridique, mais je pense que ce n'est pas propre à ce secteur-là, est assez complexe, mais comme à nouveau sur beaucoup d'autres sujets, y compris dans le business. Hein, et donc, ces cadres qui sont complexes nous forcent à passer beaucoup de temps dessus, à payer beaucoup d'argent auprès de cabinets d'avocats
pour nous aider à y voir plus clair et à prendre les bonnes décisions. J'ai peut-être juste un point qui serait une recommandation très forte que je pourrais faire. Alors, ça sort peut-être du strict, du cadre de la question que vous m'avez posée, mais je pense quand même qu'il y a un lien. Il y a un projet qui avait été mené par, je crois, un groupe de députés socialistes et peut-être communistes également il y a quelques années sur le thème de la réserve héréditaire. Donc on parle de philanthropie et la réserve héréditaire évidemment peut avoir un lien avec ce sujet-là. En deux mots, la réserve héréditaire, alors je pense que tous ceux qui sont là savent ce que c'est, mais concrètement aujourd'hui vous avez un patrimoine en France, quelle que soit la taille de ce patrimoine, vous ne pouvez pas décider ce que vous souhaitez en faire. Vous êtes obligé de consacrer 75% de ce patrimoine à vos enfants si vous en avez. Et comme j'ai 5 enfants, donc j'ai 75% de mon patrimoine demain que je suis obligé de leur léguer. Or, ce n'est pas mon choix. Je souhaiterais pouvoir donner la totalité de mon patrimoine à des œuvres philanthropiques, celles qu'on a évoquées tout à l'heure, ou d'autres œuvres demain, et cela n'est pas possible. Donc, si à un moment, certains d'entre vous ont envie de se pencher sur ce sujet de la suppression de la réserve héréditaire, c'est quelque chose à titre personnel que je trouve être très intéressant, étant favorable au fait qu'on puisse faire ce que l'on souhaite de son patrimoine, et notamment pouvoir le donner en totalité si on en ressent le besoin. Très bien. Vous avez répondu à l'ensemble. Vous avez eu des réponses à vos questions, chers collègues. Donc, on va passer aux trois collègues complémentaires. Donc, Karine Daniel. Merci. Merci, Madame. Non. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Stérin. On a passé beaucoup de temps avec notamment le directeur du Fonds de biens communs à identifier le fait que vous choisissiez de financer ce fonds par des prêts et non pas par des dons, ce qui est original par rapport au droit français des fonds et des fonds de dotation. Donc, à travers votre propos liminaire, on comprend que dans votre esprit, ces prêts ne sont pas en attente de remboursement et sont dans votre esprit bien des dons. C'est bien ça, vous nous le confirmerez. Donc, tout à fait. L'idée, c'est pas de reprendre ce que l'on a donné, même si on l'a pas vraiment donné aujourd'hui. Après, à nouveau, je vais pas rentrer dans les détails techniques parce que mes équipes sont en charge de ça, elles seront beaucoup plus compétentes que moi. Voilà, mais. Donc, en fait, je vous suggère sur tous ces sujets qui sont techniques, mais où les équipes sont plus compétentes, mais qu'on vous pose néanmoins dans le cadre d'une commission d'enquête, qu'on vous envoie les questions écrites et qu'on ait une réponse écrite. Parce qu'il se trouve que vos équipes, je pense qu'on n'a pas été exhaustif, mais enfin, quand même, on a eu pas mal de personnes dans l'audition. Et la réponse étant, ce n'est pas, je ne suis pas tout à fait au courant, c'est pas mon domaine, n'ayant été un peu systématique, à un moment, je pense qu'il doit bien y avoir quelqu'un qui décide et qui sait répondre. Voilà, c'est juste un aparté, mais c'est pour vous dire dès à présent que vous aurez un questionnaire complémentaire. Merci, Madame la Présidente. Je continue. Sur les liens entre le Fonds du bien commun et Périclès, vous-même et les interlocuteurs que nous avons eus précédemment prennent beaucoup de précautions à nous évoquer le caractère hermétique des deux structures, sachant qu'il faut quand même avoir bien conscience que, à la fois sur les décideurs, on a évidemment, puisque vous êtes à l'origine de ces deux projets, et sur la gouvernance, on a quand même des traits et des gouvernances qui sont, elles, pas forcément hermétiques de tous les points de vue, et surtout sur la nature des projets soutenus. Donc, je comprends bien que sur la mise en œuvre et sur le fonctionnement des structures elles-mêmes, vous mettez beaucoup d'énergie à démontrer ce caractère hermétique, mais dans les faits, et surtout dans l'amont et dans l'aval, notre commission d'enquête travaille quand même, et vous en avez bien conscience, sur le caractère commun de la gouvernance amont des deux structures, et puis des caractères communs des projets soutenus en aval. Donc peut-être que c'est intéressant que vous nous disiez les caractéristiques quand même communes des projets soutenus par ces deux structures.
Ça m'amène à poursuivre la réflexion sur le volet métapolitique qui concerne la politique que vous soutenez sur la question de la famille. Alors c'est peut-être anecdotique, mais vous-même avez pris la peine de nous préciser combien vous avez d'enfants. Tous les interlocuteurs que l'on a eus ont pris cette même... nous ont aussi présenté leur nombre d'enfants. Je tiens quand même à vous dire que c'est très singulier. Ici, on fait beaucoup d'auditions, on passe des heures et on a beaucoup d'interlocuteurs. Et vous êtes les seuls à nous faire cette précision. Donc, on se demandait si c'était un élément de votre politique RH et un critère de recrutement de vos collaborateurs, ou c'était plus porteur d'une vision et aussi des projets que vous soutenez dans le domaine de la famille. Et puis, dernière question qui peut paraître anecdotique, mais qui pour moi est très importante sur les questions de démocratie. Vous avez créé le 31 juillet 2025 le Mailleux Holding, qui est le nom du journaliste qui a notamment travaillé sur l'observation des structures que nous avons évoquées. Quel sens vous donnez à la dénomination de cette holding ? Est-ce que c'est un trait d'humour? Est-ce que c'est une provocation? Est-ce que c'est une intimidation? Parce que la question de l'indépendance et du travail fait par les journalistes n'est pas une question anecdotique pour notre démocratie. Étienne Blanc. Très bien, merci. Je m'excuse, Madame la Présidente. Comme il y avait pas mal de questions, moi, ce qui m'aurait arrangé, mais évidemment, c'est vous qui décidez, ça aurait été peut-être de répondre. Il y avait beaucoup de points avant d'enchaîner, parce que sinon, je crains, en tout cas à mon niveau, de perdre une partie des éléments. Bon, allez, on va faire comme ça, mais alors à la condition que les choses soient un peu cadrées dans le temps, de façon à ce qu'on ne se dilue pas dans des réponses dilatoires, quoi. Voilà. Mais je veillerai au grain. Allez-y. Merci Madame la Présidente, et je vais essayer de faire le nécessaire pour vous apporter des réponses précises et courtes. Merci Madame la Sénatrice pour vos nombreux points. Sur le dernier, écoutez, le Mailleux Holding, c'est évidemment un trait d'humour. J'ai voulu rendre hommage à ce journaliste communiste d'un âge avancé qui a pris la lumière récemment en s'intéressant à mon cas. Je voulais le remercier parce que je crois que j'ai fait 4 ou 5 fois la une du journal L'Humanité en 24 mois. Donc, jamais enfant ou adolescent, je n'aurais cru avoir ça un jour. Et donc, voilà, pour le remercier, j'ai appelé ma holding le Mailleux Holding. Et je trouvais ça rigolo parce que le Mailleux Holding, aujourd'hui, finance notamment des activités métapolitiques de droite. Et voilà, donc c'est uniquement un trait d'humour. Sur une famille, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on se présente, tout ou partie des personnes de notre écosystème parlent de leur nombre d'enfants? C'est tout simple. On en est, je pense, tous très fiers. C'est pour nous tous très important. Et la vie familiale, voilà, tous les soirs, je rentre à la maison, mes enfants sont là. Le week-end, je ne travaille pas, je suis avec mes enfants. Même chose pendant les vacances. Et donc, quand on nous demande de nous présenter, on ne présente pas que le cadre professionnel, on présente également souvent le cadre personnel. Je vous ai dit que j'étais par exemple un fan de jeux vidéo. Voilà, donc je me présente au global et mes associés le font ou pas. Voilà, il ne faut rien y voir de plus que cela. Et nous recrutons tout type de profils chez nous. Certains qui ont des enfants, d'autres qui n'en ont pas, qui n'en auront jamais pour tout un tas de raisons. Donc, ce n'est pas non plus un critère de recrutement si c'est ce que vous sous-entendiez. Sur votre première question concernant les liens entre Périclès et le Fonds du bien commun, il n'y a aucun point commun, me semble-t-il, au niveau des gouvernances de ces deux structures en dehors de ma personne. Les projets sont extrêmement différents dans leur finalité, dans les projets que nous finançons aujourd'hui. Donc non, je répète, et après, si vous avez des points très précis, je serai ravi d'y répondre, mais je pense qu'il n'y a vraiment aucun élément commun entre ces deux structures qui sont des projets différents, tout comme mes projets business sont des projets différents au global et différents entre eux. Très bien, donc Étienne Blanc. Oui, merci Monsieur Sterin de la franchise de vos propos. Et moi, je rejoins ce que disait tout à l'heure mon collègue Roger Carucci sur la nécessité de protéger les libertés essentielles. Et il est toujours difficile de contrôler la migration des idées, parce que ce sont les mêmes personnes qui les portent, ils ont les mêmes convictions, les mêmes philosophies, ils sont dans Périclès ou ils sont dans le fond du bien commun. Et tout ça, c'est absolument naturel. À partir du moment où on se met à le contrôler,
on rentre dans un système qui est une dictature. Donc il faut être extrêmement prudent sur ce sujet-là. Mais moi j'avais une question. Vous avez dit tout à l'heure que les actions qui sont menées par le Fonds du bien commun, et ce sont des actions qui relèvent toujours de l'intérêt général, et que vous n'avez jamais été pris en défaut sur ce sujet-là. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur cette définition de l'intérêt général. Quelle est votre définition de l'intérêt général? Et puis peut-être sur une autre question, parce que cela pourrait constituer un risque. À partir du moment où nous avons une définition précise de l'intérêt général, à partir du moment où elle s'inscrit dans notre droit positif, aujourd'hui elle est dans le Code général des impôts, il faut mettre en place des dispositifs pour s'assurer que les actions menées correspondent bien à l'intérêt général. Est-ce que selon vous, il n'y a pas un risque de contrôle excessif dans cette hypothèse-là qui aboutirait évidemment sur un contrôle de la pensée? Donc vous avez le... Je peux enchaîner. Il n'y a pas eu trop de questions, donc j'enchaîne. Mélanie Vogel. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Stérin. Vous nous avez dit que Périclès et le Fonds du bien commun n'avaient rien à voir dans leurs objets parce que Périclès était un projet métapolitique et le Fonds du bien commun pas du tout, et que vous financiez à travers ce dernier des structures et des projets qui n'avaient rien de politique ni de métapolitique. Bon, métapolitique qui est un terme employé qui la plupart du temps veut simplement dire politique, mais bref. Moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous insistez tellement sur cette différence, puisque quand on regarde quelques-uns des projets qui sont financés par le Fonds du bien commun, je sais pas, le réseau Acutis, qui est un réseau d'influenceurs catholiques identitaires, est-ce que franchement on peut pas considérer que ça relève du domaine métapolitique? Marthe et Marie, qui accueillent des femmes enceintes en difficulté, parfois, et vous nous le direz peut-être, cherchant à les dissuader d'avoir recours à l'avortement, c'est aussi ce qu'on peut considérer comme étant, faisant partie de ce que je crois vous considérez vous-même, enfin vous définissez comme métapolitique, ou le think tank, l'Institut Iliade, qui, vous faisiez le rapport avec la Fondation Jean Jaurès, pour moi, est un organisme qui produit des idées et qui valide la théorie du remplacement, etc. Donc moi, je ne comprends pas bien, et c'est ma première question, la distinction que vous faites entre les deux. La deuxième question, c'était la même que Karine Daniel sur cette histoire de prêt et de don. Donc vous nous avez bien confirmé que ce que vous prêtez au Fonds du bien commun, en réalité, vous ne le prêtez pas, vous le donnez, puisque vous n'attendez pas que ces prêts soient remboursés. Et donc, le fait que ce soit des prêts est une forme de montage. On n'a pas trop compris pourquoi, mais en tout cas, vous nous confirmez, et ce serait intéressant quand même de savoir pourquoi vous avez fait ça plutôt que simplement un don, mais vous nous confirmez que vous ne demandez pas le remboursement de ces sommes. Et puis, la dernière question, et c'est pas du tout pour entrer dans un débat politique avec vous, mais vous avez dit que que vos idées étaient libérales conservatrices, ce qui pour moi, même si c'est pas du tout mes idées, font partie de l'espace, enfin sont à l'intérieur de l'espace républicain constitutionnel en France. Mais quand vous dites que vous êtes pour la remigration, ce qui globalement signifie techniquement la déportation de dizaines de millions de personnes au niveau européen, que vous êtes opposé au droit à l'avortement, qui aujourd'hui est un droit constitutionnel en France, est-ce que... oui, c'est la même chose. S'il vous plaît. Du déplacement du pays où ils vivent vers d'autres pays de dizaines de millions de personnes au niveau européen. Vous voyez bien que, en tout cas pour moi, ça relève pas ni de libéral ni du conservatisme. C'est au-delà de ce qui fait partie de l'espace républicain. Et est-ce que vous considérez que vous êtes
anti-républicain. Et donc, dernière intervention, donc avant que nous reprenions avec la rapporteure et moi-même, Laurence Rossignol. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur. Ma collègue tout à l'heure a évoqué le fait que tous vos amis que nous avons auditionnés ici, qui ont été probablement choisis par vous dans toute ce qu'on pourrait appeler la galaxie que vous avez organisée dans le champ politique et métapolitique, et je trouve que c'est une distinction qui n'est pas l'objet de cette commission, mais qui en fait est assez artificielle. Tout ça, ce n'est que du politique. Tous ont effectivement annoncé dans leur CV leur nombre d'enfants. Et c'était d'autant plus frappant que nous n'avons quasiment vu que des hommes. Je voulais savoir comment se fait-il que parmi tous vos amis, tous ceux avec qui vous êtes liés, tous ceux qui vous avez confié des responsabilités, qui ont tous beaucoup d'enfants, il n'y ait pas de femmes. Et ça, c'est ma première question. Est-ce que c'est une politique DRH ou est-ce que vous pensez que pour avoir beaucoup d'enfants, il vaut mieux être un homme quand on a une activité de ce type? Deuxièmement, vous dites que vous agissez dans le cadre républicain, le cadre du respect des règles constitutionnelles, j'imagine. Pour autant, vous êtes très impliqué dans des structures dissuasives de l'accès des femmes à l'interruption volontaire de grossesse. Or, cette interruption volontaire de grossesse est maintenant une liberté constitutionnelle. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une contradiction entre le respect de la Constitution et l'activisme dans des structures anti-IVG? Très bien. Donc je disais très bien sur cet ensemble de questions. Il y avait, c'était un très bien collectif, à l'adresse collective. Donc, monsieur, si vous pouvez répondre, si vous avez réussi à noter toutes les questions, en tout cas, comptez sur moi pour vous rappeler certaines questions si les réponses faisaient défaut. Allez-y, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, merci Madame les sénatrices et Monsieur le Sénateur pour vos questions. Je vais répondre dans l'ordre dans lequel elles m'ont été posées. En essayant d'oublier aucun élément, je vais répondre de façon très concise et précise, en tout cas j'espère à chaque fois. Sur les questions de Monsieur le Sénateur, écoutez, notre définition de l'intérêt général, c'est la définition légale. On n'a pas vocation à sortir de ce cadre légal, donc je n'ai pas de définition en tête, je ne la connais pas par cœur, mais voilà, c'est la définition légale de l'intérêt général pour votre première question. Concernant votre deuxième question, de façon générale, je suis pour la liberté. Donc non, je ne souhaite pas qu'il y ait plus de contrôle de quelque façon que ce soit sur quelque sujet que ce soit. Voilà, on me classe parfois parmi les libertariens ou parmi les anarchistes. Voilà, mais donc je ne souhaite pas plus de contrôle en particulier. Après, s'il y a des points très particuliers sur lesquels vous pensez que ça pourrait être une bonne idée, évidemment, je serais ravi d'essayer de vous répondre si jamais j'ai une conviction à ce niveau-là. Ensuite, concernant les questions de Madame la sénatrice, je n'insiste pas sur les distinctions entre Périclès et le Fonds du bien commun. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées pour me demander d'où venait l'un, d'où venait l'autre, quels étaient les points communs. Voilà, moi je n'insiste pas sur les distinctions. Ce sont deux projets différents qui sont aujourd'hui dans des véhicules juridiques différents et qui ont des ambitions et des équipes différentes. Sur votre deuxième question concernant le montage, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Et concernant votre troisième question, écoutez, je ne suis pas là pour polémiquer. Cette commission d'enquête, ce n'est pas une commission qui a vocation à donner lieu à un débat d'idées. Donc, si vous voulez qu'on prenne un café pour discuter de ces sujets-là, je suis à votre disposition. Je ne rentrerai pas dans ces débats-là. Et enfin, concernant les questions de la dernière sénatrice, sur la place des femmes, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que je suis en total désaccord avec les politiques de quotas, quelles qu'elles soient. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le mérite, c'est le travail, c'est la réussite. Et donc, dans mon organisation, en tout cas dans toutes celles que je dirige directement, les meilleurs aux meilleurs postes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai, et je suis désolé de vous dire ça, j'ai beaucoup de femmes qui occupent des postes clés. J'ai une femme qui a dirigé pendant des années toute ma structure d'investissement, donc la totalité de mon écosystème pendant 4 ou 5 ans. C'était il y a encore 4 ans, juste avant la personne que j'ai eue avant. Mais donc voilà, la personne qui dirigeait toute mon organisation était une femme. La plus importante entreprise dont je suis actionnaire aujourd'hui, les Smartbox que j'ai créé depuis 2003
est dirigée depuis quasi 10 ans par 2 femmes qui se sont succédées l'une après l'autre. Et elles ne sont pas là parce qu'elles sont des femmes, elles sont là parce qu'elles étaient les meilleures pour prendre ce job. Donc quand vous identifiez des femmes dans notre écosystème, elles sont là parce qu'elles sont les meilleures, elles ne sont pas là pour des histoires de quotas. Et si vous avez uniquement des hommes qui ont été auditionnés sur les derniers jours, bah écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit hyper représentatif, hein. Le Fonds du bien commun est dirigé par un homme, Périclès est dirigé par un homme. Je ne connais pas la constitution de leurs équipes en détail, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans leurs équipes, notamment au Fonds du bien commun. Voilà. Et sur le sujet de l'avortement et le débat politique dans lequel vous voulez m'emmener, voilà, je vous connaissais tout à fait ma position sur ces sujets-là, et donc à nouveau, je ne rentrerai pas dans ces débats. Très bien. Donc, je vais reprendre quelques éléments. Merci de vos réponses. Donc, moi, je voulais juste, comme vous avez l'image, donner un petit aperçu de l'écosystème. Et je pense que, comme il y a des petits points de suspension par endroit, ça donne pas l'intégralité des choses. Et j'avoue que quand on commence à regarder comment tout ce qui relève finalement de la philanthropie, du métapolitique et de l'intérêt général, alors là, oui, ça se complexifie. D'autant plus que vous avez un fonds de dotation qui dote un ou deux autres fonds de dotation, qu'il n'y a pas de reçu fiscal, donc on est dans des avances remboursables, non remboursés, et on n'est pas du tout dans la question du don. Et donc, c'est vraiment... on se pose un certain nombre de questions, en réalité, au regard de la transparence, parce que la complexité, on le sait bien, est infonée, finalement, du fait de ne pas pouvoir regarder à l'intérieur du moteur avec sérénité. Néanmoins, tout ça doit être mis aussi au regard de vos actions et des actions qui découlent de votre accompagnement. Moi, j'ai une première question vis-à-vis de tout ça, hormis le fait de savoir si vous faites le même constat de moi de la complexité de votre organisation. Donc, ma deuxième question, en fait, porterait sur les moyens que vous avez mis en place pour mener l'alerte ou une sorte de, en quelque sorte, une cellule de veille qui s'avérerait nécessaire au regard de la recherche à la fois de la métapolitique tout en restant dans l'arc républicain, on est bien d'accord, mais aussi la recherche de l'intérêt général en restant impérativement dans l'intérêt général. On voit bien que la frontière est parfois difficile et complexe à identifier entre l'influence et le maintien d'intérêt général et l'influence et le fait de tourner le dos à l'intérêt général au final. Et donc, est-ce que vous avez mis en place des moyens de contrôle, de surveillance de toutes ces associations et structures qui sont accompagnées, de ces sociétés, ces SAS qui sont accompagnées par votre fonds d'investissement également, ce qui fait au final quand même un essaimage assez massif d'un certain nombre de structures et donc d'actions et donc de personnes touchées et de politiques publiques concernées par votre accompagnement. Et donc, même si, bien sûr, c'est du devoir des pouvoirs publics de regarder ces affaires-là, il me semble que vous avez une singulière responsabilité vous-même à vous assurer que l'objectif est atteint et n'est pas détourné de son objectif initial. Et donc, avez-vous une relation aussi, donc le corollaire de ça, en dehors des moyens que vous avez mis en place, pour vous assurer qu'il y a un usage qui n'est pas hors la loi, en quelque sorte. Comment organisez-vous vos relations avec les autorités, et pas que fiscales, mais les autorités, le ministère de l'Intérieur, les préfectures, là où vous agissez, au travers des associations que vous accompagnez, par exemple, puisque certes, ça peut aller dans un sens, mais compte tenu de la massification de votre accompagnement, il pourrait être nécessaire que vous preniez les devants quand vous avez des alertes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous voyez bien que ça et là, des polémiques se font au jour. Vous voyez bien que dans nos auditions, parfois, on est aux frontières des frontières de ce qui peut être compris comme étant républicain. Et donc, voilà. Donc, c'est un ensemble général, mais est-ce que vous vous dotez des moyens de ne pas recevoir de reproches sur ce que vous accompagnez? Merci Madame la Présidente pour ces questions. Sur le premier point qui est la complexité de l'organisation, peut-être une réponse en 3 temps. Temps 1, on peut évidemment, si ça n'a pas déjà été fait, vous communiquer un organigramme
complet de l'organisation juridique qui dépend de ma holding de tête en Belgique. Deuxième point, j'ai démarré, je disais tout à l'heure, en 2003 avec 5 000 euros que j'ai réussi à force de travail, de ténacité à faire fructifier. Ces 5 000 euros sont devenus 1,5 milliard aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois avoir un peu plus de 120 entreprises dans lesquelles je suis actionnaire à travers mon fonds d'investissement. On soutient des dizaines et dizaines de projets chaque année avec Périclès et le Fonds du bien commun. Et donc tout ça crée une certaine complexité en fait qui est juste propre à la taille de notre organisation. Ce n'est pas une complexité souhaitée, voulue, c'est une complexité subie parce qu'évidemment cette complexité juridique a un coût en termes de conseil, un coût en termes de création d'entités juridiques, un coût en termes d'appel au commissaire aux comptes pour certifier les comptes de ces différentes entités. Donc tout ça est complexe et si on pouvait s'en passer, on s'en passerait. Et le troisième point concernant cette première question, c'est le cadre, en fait, le cadre juridique français aujourd'hui, dont je suis pas du tout un expert, mais je suppose qu'il nous force, entre guillemets, à créer cette complexité qu'on ne peut pas faire autrement, sinon j'espère que mes équipes feraient autrement. Sur votre deuxième point et le fait d'être vigilant sur ce que nous faisons pour nous assurer que ça ne sort pas de l'intérêt général, que ça ne sort pas de l'arc républicain. Moi, tout ce que je fais depuis à nouveau plus de 20 ans, je le fais en confiant énormément de responsabilités aux personnes qui m'entourent. J'essaie de recruter des gens très forts, très droits, et ensuite de leur donner les manettes pour diriger leur structure, que ce soit dans le domaine de l'investissement, là où je passe l'essentiel de mon temps, ou dans le domaine philanthropique, ou dans le domaine métapolitique. Donc, ce dont je suis convaincu, c'est que mes associés aujourd'hui sont des gens de très grande qualité, et donc ils font le nécessaire pour s'assurer que ce qu'ils font est complètement légal, s'assurer que les projets que nous finançons ne sortent pas du cadre qui a été défini au départ, et si c'est le cas, eh bien, en tire les conséquences nécessaires, que ce soit en termes d'arrêt de financement ou en termes d'alerte des autorités. Voilà, donc on est évidemment très soucieux de faire des choses dans la légalité parce qu'on est là pour durer, on est là pour être bénéfique à notre pays. Et donc, dans ce cadre-là, je fais confiance à mes associés et à leurs conseils pour s'assurer que tout cela est parfaitement légal et rentre donc dans le cadre notamment de l'intérêt général. Oui, donc je vais compléter du coup. Néanmoins, vous intervenez régulièrement puisque vous avez des contacts réguliers, y compris avec la gouvernance du Fonds du bien commun, entre autres, mais avec la plupart de vos structures concernées par la philanthropie. Et donc, ça veut dire que régulièrement, vous avez des échanges. Est-ce que votre réponse signifie que la question des alertes et de la veille n'est pas un sujet que vous abordez, vous, personnellement avec vos interlocuteurs? Néanmoins, les flux financiers étant ce qu'ils sont, à un moment, on doit pouvoir s'interroger quand même. Il y a une question de, comment dire, me semble-t-il, qui paraît absolument naturelle et évidente de votre part, en tout cas. D'autant plus que vous êtes regardé. Donc, cette question-là, ça me semble-t-il, mérite d'être posée. Et donc, est-ce que vos interlocuteurs, les gouvernances, ceux à qui vous avez délégué, vous remontent un certain nombre d'éléments ou alors est-ce que c'est prévu qu'ils remontent rien du tout parce qu'il n'y a aucun problème ou parce que c'est pas fait? Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça le sujet. Et donc ma question est celle-là. Vous dites que vous intervenez 10% du temps dans le sujet philanthropique de votre temps. C'est déjà ça, hein, ça fait pas mal de temps, donc je pense que ça peut être une dimension particulière quand même à regarder régulièrement. Et donc voilà, quel est votre regard par rapport à ce questionnement? Parce que l'intérêt général, il se construit au fur et à mesure et vous participez à sa construction en l'accompagnant. Merci Madame la Présidente de vos questions et avec lesquelles je suis complètement aligné entre guillemets. Hein. Donc en deux temps peut-être sur le premier point, l'organisation comment elle fonctionne aujourd'hui. Donc que ce soit pour le Fonds du bien commun, pardon, pour Périclès, j'ai donc deux DG, Édouard Wallet et Arnaud Rérol, deux associés que vous avez rencontrés, qui pilotent leur organisation. Ces deux personnes-là, donc les deux patrons, je parle avec eux à peu près 1h30 par mois avec chacun des deux. C'est un temps très limité, mais on fait un point pendant 1h30 chaque mois sur tous les sujets clés.
en tout cas qu'ils me remontent comme étant leur sujet clé. Et ensuite, sur les projets dans lesquels ils décident de donner de l'argent, de prêter de l'argent ou d'investir, j'ai de la visibilité, bien évidemment, qui m'est remontée de façon régulière, mais bien souvent, je ne connais pas, dans l'écrasante majorité des cas, je ne connais pas les dirigeants de ces projets. Voilà, à nouveau, je délègue à Arnaud Rérol et à Édouard Wallet le fait de prendre de bonnes décisions et de s'entourer de personnes de qualité dans les structures que nous soutenons. J'adresse évidemment de temps en temps les sujets de l'égalité avec mes équipes, en tout cas de façon régulière, et charge à elles, tant sur à nouveau ces sujets philanthropiques ou métapolitiques que sur les sujets business, de me remonter évidemment les points quand ce sont des points qu'ils estiment être importants, clés, stratégiques, pour que nous puissions ensuite prendre les bonnes décisions. Donc, je pense qu'on fonctionne comme beaucoup d'autres organisations, hein, c'est-à-dire que moi, comme unique mécène de ces deux structures, eh ben, j'ai des associés, ils gèrent la maison, et quand il y a des sujets très importants, ils me les remontent, que ce soit des sujets à caractère légaux ou autres. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions, sinon je sais pas. Oui, en tout cas, ça montre que c'est pas forcément, ça fait pas partie des questions clés dans les échanges. Non, mais néanmoins, c'est le sujet de notre commission d'enquête, donc c'est pour ça que je pose la question. D'autant plus. Oui, c'est toujours un sujet clé quand on investit, c'est-à-dire que quand on décide de soutenir telle ou telle structure, on s'assure évidemment que la structure est complètement légale et cohérente. Et ensuite, on suit dans le temps, mais on ne va pas suivre tous les jours ce qu'elle fait. Mais on va suivre de façon régulière, à travers les rapports que cette structure peut nous faire, le fait que ce qu'elle fait est parfaitement légal. Très bien. Donc, en fait, dans les rapports réguliers que vous avez un rapport sur ces sujets-là particulièrement. C'est juste, enfin, la question est simple, hein, c'est la question des alertes, des warnings. Est-ce que ça a lieu? La cellule de veille, 350 associations accompagnées dans des domaines qui sont assez variés, mais qui sont pour autant très sensibles du point de vue du fonctionnement de nos politiques publiques. Je parle des associations porteuses aussi d'écoles hors contrat, etc., etc. Donc, tous ces sujets-là, vous comprenez bien que quelque part, vous pouvez être, vous, singulièrement, en situation d'avoir un regard, affûté, certainement, mais en tout cas, qui se consacre à ce sujet-là aussi, dans toute l'évaluation que vous avez de vos politiques. C'était juste d'autant plus que nous avons auditionné donc les dirigeants du Fonds du bien commun et les décisions d'accompagner des associations, la façon dont les décisions sont prises, on entend c'est à 4 ou 5, mais on ne sait pas qui que quoi. Donc à un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui, voyez-vous, qui ait une espèce de rigueur et qui soit identifié. Bien sûr, bien sûr. Alors peut-être deux commentaires. Le premier, c'est que, comme je crois que ça a été précisé par mes deux associés, à chaque fois que nous prenons une décision consistant à soutenir une structure, nous la prenons sur base d'un comité que nous créons, que nous essayons de monter en cohérence avec le projet soutenu, donc concrètement avec des gens, avec des sachants, des gens qui maîtrisent le sujet pour essayer de prendre la meilleure décision possible. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une gouvernance fixe. La gouvernance est variable et tient compte de la nature des projets que nous finançons. Il y a cependant un élément fixe à chaque fois, qui sont Arnaud Rérol ou Édouard Wallet, bien entendu. Ensuite, sur le deuxième point, mes associés me remontent, mais comme tout DG remonte à son président de façon régulière, les sujets clés dès qu'il y a des alertes sur le caractère légal ou illégal de ce que pourraient faire certaines associations que nous soutenons, ou sur évidemment d'autres sujets financiers, de performance et ainsi de suite. Hein. Donc ce sont des choses qui nous sont montées régulièrement. Je peux simplement vous dire qu'à mon niveau, je ne crois pas avoir eu connaissance il y a dû avoir quelques sujets, bien évidemment, compte tenu du nombre de projets que nous soutenons, de contrôle ou autres, qui sont peut-être mal passés. Je pense à des écoles hors contrat où il y a de temps en temps eu des contrôles, qui étaient d'ailleurs challengés de par leur qualité, entre guillemets, ou leur orientation idéologique, mais rien de majeur à ma connaissance à date. Et nous sommes vigilants sur ces sujets-là, je vous le confirme. Très bien. Donc, je repasse la parole à la rapporteure pour les dernières questions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai 3 dernières questions. Merci, Monsieur Steyrin, pour ces réponses aux questions de nos collègues et de Madame la Présidente. Je reviens sur vos activités philanthropiques parce que c'est le cœur de nos travaux. Votre directeur général nous disait que vous siégiez, j'ai repris mes notes, au comité de sélection quand parfois c'est pertinent.
Qu'est-ce qui rend votre présence pertinente ? Alors ça peut être plusieurs éléments, ça peut être évidemment si c'est un financement important, je pense qu'à ce moment-là mes associés font appel à moi, donc les critères concrètement c'est la somme, c'est l'impact potentiel, quand c'est un projet qui peut avoir un impact très important parce que ça peut permettre de créer plein d'écoles libres dans toute la France ou ça peut permettre de rénover plein de petits calvaires comme on fait avec SOS Calvaire. Les équipes peuvent faire appel à moi de temps en temps. Donc, soit le ticket que nous mettons, donc la somme, soit l'impact que ça peut avoir, soit la compétence nécessaire à l'accompagnement du projet, le fait que je coche potentiellement certaines de ces cases. Donc voilà, je pense, les 3 critères qui font que mes associés font de temps en temps appel à moi pour avoir mon avis ou pour valider ou co-valider, puisque je ne prends pas les décisions tout seul, ces projets-là. D'accord, merci, c'est très clair. Pourquoi je reviens sur la question de la complexité de la structure. Je ne suis pas sûre que... vous avez été interrogé par la présidente sur la complexité de l'écosystème, on va pouvoir l'appeler comme ça. Vous nous dites, cette complexité, je la subis, enfin nous la subissons, elle est plutôt due au cadre légal français. Je ne suis pas totalement sûre que ce soit uniquement le cadre légal français qui impose de créer une association, de la dissoudre, de créer un fonds de dotation, de le dissoudre, de créer un fonds de dotation qui lui-même contribue à la création d'un autre fonds de dotation. Ça, ce sont des décisions des dirigeants de ces structures et pas la complexité du droit français. Mais du coup, pourquoi tous ces différents montages de structures, Monsieur Stérin? Et si je vous pose la question, c'est d'abord parce que c'est assez compliqué de s'y retrouver, mais je vous remercie par avance pour la transmission de l'organigramme que vous nous adresserez. C'est compliqué de s'y retrouver et quand hier nous auditionnions la DLPAJ, la Direction des libertés publiques du ministère de l'Intérieur, qui travaille, qui a un rôle de contrôle et de surveillance de l'ensemble des organismes sans but lucratif, lorsque nous leur demandons quels sont pour vous les signaux d'alerte sur le fait que des organismes sans but lucratif peuvent dévier d'un soutien à l'intérêt général. Là aussi, je reprenais mes notes. La première réponse qui est faite par ces services qui travaillent d'arrache-pied sur ces sujets, c'est la multiplicité des structures est déjà en soi un signal. Donc vous comprenez bien que au-delà de la difficulté à comprendre votre organisation et donc à suivre les mécanismes de financement, cette opacité, manifestement, n'interroge pas que les sénateurs impliqués dans cette commission. Au-delà de l'écosystème de Pierre-Édouard Stérin, c'est manifestement un signal d'alerte pour le ministère de l'Intérieur. Donc, pourquoi toute cette complexité d'organisation ? Merci, Madame la rapporteure, pour vos questions. Tout ce qu'on fait est parfaitement légal. On a un souci de transparence important, dont je crois témoigne la participation de mes associés aux différentes réunions qui ont eu lieu sur les derniers jours. Si on voulait cacher quoi que ce soit, je ne m'embêterais pas à être en Belgique. Je serais parti beaucoup plus loin, dans des juridictions plus exotiques. Voilà, ce qui n'est pas le cas, parce que toutes nos structures juridiques sont en France et en Belgique. Et la Belgique fonctionne à peu près comme la France. Donc voilà, on n'a vraiment strictement rien à cacher sur quoi que ce soit. Donc à nouveau, concrètement, en termes de prochaines étapes, on va vous communiquer l'organigramme juridique de l'écosystème. Il y a, à ma connaissance, aucune procédure légale de quelque sorte que ce soit sur nos entités juridiques. Et si ensuite il y a des points particuliers sur lesquels vous posez la question pourquoi est-ce qu'on a créé telle structure ou telle structure, je serais ravi à nouveau de pouvoir y répondre par écrit, parce que maîtrisant pas la matière, je vais pas pouvoir vous répondre maintenant à l'oral. Mais à nouveau, je comprends tout à fait votre souci de transparence globale, et notamment sur ces sujets-là, et les alertes, les signaux d'alerte que ça peut créer d'avoir un tel écosystème avec des structures juridiques un peu partout. Mais je me ferai fort, et je suis convaincu du fait que dans les jours qui viennent, une fois les éléments reçus, avec si nécessaire d'autres réunions organisées avec nos experts, vous ayez suffisamment d'éléments pour être totalement certaine du fait que tout cela est parfaitement clair et limpide. Et je vous en remercie. Et puis, dernière question, et pardon, j'y reviens, mais c'est vraiment un élément sur lequel je trouve que nous peinons à avoir des réponses.
Vous êtes sorti du cadre. Vous êtes rentré. Ah, pardon, excusez-moi, je vous en prie. Non, mais je vous en prie. Non, mais c'est un élément sur lequel nous peinons à obtenir des réponses. Et le sujet n'est pas tant le fond du bien commun et Pierre-Édouard Stérin. Le sujet, je vous dis ça pour vous mettre à l'aise, monsieur. Le sujet est l'apparition dans le paysage de la philanthropie d'un objet particulier que sont les fonds de dotation, qui a bouleversé le paysage de la philanthropie. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de nos travaux et nous observons, une absence totale de contrôle des fonds de dotation par les services de l'État, 30 à 40% de fonds qui sont inactifs et dont, je mets les guillemets, qui pourraient donc être utilisés uniquement comme des outils d'optimisation fiscale et non de philanthropie. Et donc nous passons du temps sur la question des fonds de dotation dans un moment où l'état des finances publiques de notre pays est ce qu'il est. Il n'est pas totalement illégitime que les sénateurs se préoccupent de savoir où va la contribution financière de l'État. Si je dis cela, c'est que je reviens parce que vraiment, je n'ai pas le sentiment que nous ayons obtenu les réponses. Vous avez répondu à notre collègue Karine Daniel qu'il y a en effet des prêts effectués par la holding de tête, je reprends votre expression, maison mère, sur lesquels vous n'envisagez pas de demander le remboursement. Ce qui, par ailleurs, expliquerait que votre directeur général n'ait pas connaissance des conditions de remboursement. Est-ce bien le cas? Et dans ce cas-là, en effet, pourquoi pas un don? Est-ce que c'est un sujet fiscal? Est-ce que c'est un sujet d'organisation? Est-ce que c'est un sujet technique? Pourquoi pas un don et pourquoi un prêt dont vous n'attendez pas le remboursement? Merci pour vos différentes questions, Madame la rapporteure. Sur le dernier point, je ne sais pas. Donc j'espère que mes équipes, elles n'ont probablement pas déjà dû vous répondre, sinon vous ne me poseriez pas la question. Mais je suis certain qu'il y a une très bonne raison pour laquelle l'opération a été faite. Les opérations ont été faites de cette façon-là et pas d'une autre façon. De façon après plus générale, moi je suis pas du tout un expert de l'objet juridique fonds de dotation, donc on en a aujourd'hui et finalement pourquoi est-ce qu'on a pris cet objet-là plutôt qu'un autre? Voilà, la matière juridique n'est pas une matière où j'excelle, donc il y a à nouveau forcément des bonnes raisons, mais je ne les ai pas là tout de suite, mais on sera ravis d'y répondre. Et sur l'utilité du fonds de dotation, s'il y a une explosion du nombre de fonds de dotation depuis quelques années en France, c'est qu'il y a certainement une utilité, mais est-ce qu'elle est bénéfique à la France ou pas? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est un outil qui permet fiscalement d'avoir tout un tas d'avantages? Ce que je sais, c'est que moi, je n'ai pas un centime d'économie fiscale sur ce que je donne, sur les plus de 100 millions que j'ai donnés à date ou versés ou investis dans des projets philanthropiques comme État politique, j'ai pas eu un centime d'économie fiscale. Voilà. Mais il est tout à fait possible que tout un tas de personnes qui aient des fonds de dotation pour ça. Hein. C'est bien le moins, puisque vous-même, et vous me l'avez dit dans votre présentation, avez fait le choix de vivre en Belgique pour économiser. Ce serait un peu fort de café que vous puissiez avoir des exonérations fiscales, mais là n'est pas le sujet. Voilà. Mais si. Alors je me permets de vous corriger sur ce point très précis. Corrigez-moi, Monsieur Stérin. Corrigez-moi. Entre guillemets. Pourquoi? Parce que je verse chaque année en France des dizaines de millions d'euros d'impôts, parce que sur la centaine d'entreprises dont je suis actionnaire aujourd'hui de façon majoritaire ou minoritaire, une très grande majorité d'entre elles est en France et donc paye de l'impôt sur les sociétés, paye des taxes foncières, paye des taxes sur les salaires. Donc mon écosystème aujourd'hui finance à hauteur de dizaines de millions d'euros chaque année l'État français. Moi, personne physique, c'est pas le cas, vous l'avez évoqué, en dehors de l'IFI, auquel je suis soumis puisque j'ai quelques biens immobiliers en France, mais mon écosystème contribue à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros au fonctionnement de notre démocratie. Donc, et malgré tout, je n'ai pas un centime d'avantage fiscal quand je donne ces dizaines de millions d'euros chaque année. Dont acte. Très bien. Merci à vous. Ainsi s'achève cette audition. Donc, merci beaucoup de vos réponses. Donc, je vous rappelle qu'il y a eu un questionnaire écrit qui va être complété à l'aune de cette audition par d'autres questions. Et dans ce premier questionnaire, il y avait déjà la question des liens capitalistiques, contractuels ou humains entre les sociétés commerciales, les fonds, les fondations, vos associations soutenues et des projets à vocation civique ou politique. Cette question, elle est cruciale parce que quand on parle de transparence, c'est vraiment
le cœur de tout, c'est-à-dire que les séparations ne soient pas que d'ordre administratif, mais qu'on ait la garantie aussi dans le fonctionnement que ces séparations et cette transparence existent. Et donc un grand merci pour cette audition et merci, chers collègues. Au revoir à tous. Merci Au revoir, beaucoup. Est-ce que je peux me permettre un dernier mot? Oui, bien sûr. Oui, pardon. Juste pour Si vous c'est pas remercier. désagréable, même si ça l'est, oui. C'est plutôt pas ma nature. C'est plutôt pas ma nature. Écoutez, je voulais juste, vous remercier pour cette audition et pour la qualité de vos différentes questions. J'espère avoir répondu autant que faire se peut à ces différents points, et quand ce n'est pas trompé, comme évoqué, on sera ravis d'y répondre par écrit. Le deuxième point, bien évidemment, c'est de remercier mes associés et leurs équipes pour tout ce qu'ils font au quotidien dans l'intérêt de la France. Mon troisième point, c'est le sujet de la réserve héréditaire que j'évoquais tout à l'heure. C'est noté, c'est un noté. sujet intéressant. C'est plutôt un sujet de gauche. Et mes deux derniers points, c'est que je ne sais pas quand est-ce que se clôture cette commission, mais je m'étonne du fait que des structures beaucoup plus puissantes que la nôtre et extrêmement politiques, je pense à la galaxie George Soros, n'aient pas été conviées. Moi, je donne quelques dizaines de millions d'euros chaque année. George Soros donne plus d'1 milliard d'euros par an. Monsieur Sterrin, je me permets de vous interrompre. Parce que la galaxie George Soros n'intervient plus en France depuis 3 ans. Et donc, nous avions souhaité les auditionner dans nos travaux, mais le fait est qu'il n'y a plus de structure juridique depuis 3 ans en France. Et donc, c'était compliqué de convier quelqu'un qui n'existe plus. Voilà, question-réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, non, pardon, il n'existe plus juridiquement, mais il continue à financer à hauteur de plusieurs millions d'euros tout un tas de structures en France depuis l'étranger. C'est pour ça que je trouve que c'est un très bon cadre d'école sur vos sujets de transparence. Et mon dernier point concerne les syndicats. Les syndicats en France ne déposent pas leurs comptes. Il y a une collusion entre les syndicats et les politiques qui est extrêmement importante. C'est métapolitique. Donc je suis très surpris également. C'est métapolitique. Vous ne vous intéressez pas au sujet syndical. J'ai terminé. Merci beaucoup, parce que nous monsieur. sommes partis sur la philanthropie. Voilà. Bonne journée à vous, merci. Merci beaucoup. Merci Au revoir. madame. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Vous pouvez soutenir la chaîne Hémicycle en utilisant le bouton « Rejoindre » qui se trouve sous la vidéo pour un abonnement sans engagement à 2,99 € par mois. Vous pouvez également utiliser le bouton « Merci » pour un soutien ponctuel. Votre aide nous permet de financer les nombreuses heures de recherche, le travail éditorial et de mettre en lumière des séquences que les grands médias ne montrent pas toujours. Merci pour votre soutien.